Nous allons vous présenter la vie de Nico Nathan d'Assas. Cet homme a été déporté comme 1306 autres personnes dans le convoi 77, c'est-à-dire le dernier convoi parti de Drancy pour Auschwitz le 31 juillet 1944. Première partie, présentation de la famille de Nico Nathan d'Assas. Alfred d'Assas, le père de Nico d'Assas, est né le 19 mai 1885 de Nathan d'Assas et de Esther Pichon, tous deux nés à Salonique. Estherina, la mère de Nico d'Assas, est née le 18 juillet 1888 de David Katan et Mazeltov Cohen, également nés à Salonique. À l'époque, cette ville appartenait à l'Empire ottoman. Aujourd'hui, cette ville fait partie de la Grèce. Les grands-parents paternels et maternels de Nico d'Assas dans l'Empire ottoman appartenaient à la communauté juive séfarade. Les séfarades sont des juifs originaires d'Espagne et du Portugal. À la suite du décret d'expulsion signé par la reine Isabelle de Castille en 1492, les ancêtres de Nico d'Assas ont dû quitter Séville et ont émigré à Salonique dans un empire ottoman plus accueillant. D'autres ont décidé d'immigrer en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Italie ou encore aux Pays-Bas. Le père de Nico, Alfred, arrive en France en 1912 avec ses 4 frères. Il a alors 27 ans. Le départ de Salonique pour la France pour Estherina comme pour Alfred et ses frères peut s'expliquer de différentes manières. À la fin du XIXe siècle, la communauté juive, majoritairement à Salonique, surnommée la Jérusalem des Balkans, est très bien intégrée dans la vie économique et sociale de la ville. Les Juifs sont actifs dans le commerce, l'artisanat, la banque et les professions intellectuelles. Mais entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les transformations de l'Empire ottoman amènent une certaine instabilité et poussent certaines familles juives à migrer. En effet, l'Empire ottoman, traditionnellement protecteur des Juifs, perd de son influence dans la région. Des tensions intercommunautaires se font sentir et des bruits de guerre avec les pays balkaniques commencent à circuler. David Katan le sent. Par ailleurs, beaucoup de jeunes ayant étudié dans des écoles internationales où l'on formait des étudiants de toutes origines sont attirés par la France et d'autres pays occidentaux. Estherina, la mère de Nico, a fait ses études au lycée français de Salonique. Elle est fascinée par la culture française et par ce pays synonyme de liberté pour elle. Elle ne souhaite partir que pour ce pays, son père accepte. Alfred et Estherina se rencontrent-ils en France? Se connaissent-ils déjà? Nous savons juste qu'ils se sont mariés le 4 juin 1912. Alfred est alors voyageur de commerce et Estherina n'exerce aucune profession. Deuxième partie, la vie de Nico avant sa déportation. Le couple a d'abord un fils, Nico Nathan d'Assas, qui naît le 10 mars 1913 à Paris, rue Auguste Laurent dans le 11e arrondissement. Ils ont ensuite 3 filles, Mathilde, Odette et Renée. Alfred et Estherina font leur demande de naturalisation française le 1er juin 1925. Le motif qu'ils présentent pour justifier leur demande est que leurs enfants sont français comme nés en France. Ils obtiennent tous les deux la naturalisation française, la famille est donc française juive. Nico est alors entouré de ses 3 sœurs, qualifiées par les fils de Nico comme des jeunes femmes complices, énergiques et courageuses, des phénomènes de vie, de liberté et de joie. Enfant, Nico va bien sûr à l'école élémentaire, puis dans le lycée le plus proche de son lieu de vie, à savoir le lycée Turgot dans le 3e arrondissement. C'est là qu'il rencontre le frère de sa future femme, André. Ils deviendront de grands amis. Nico est alors un élève sérieux, cherchant toujours à obtenir les meilleures notes de la classe. Après le lycée, il entre à l'école de commerce de l'ESCP, qui est l'école supérieure de commerce de Paris. Sa vie d'adulte avant son arrestation. Diplômé, il devance l'appel et est incorporé au 21e régiment d'infanterie comme simple soldat en octobre 1932 et est promu sous-lieutenant en septembre 1933. Mais, dans les années 30, l'Europe et donc la France sont touchées par la Grande Dépression qui a débuté dès 1929 aux États-Unis. L'économie française souffre de la montée du chômage et d'une crise économique profonde. En réponse à cette situation, des mouvements politiques d'extrême droite, en Allemagne, le parti nazi et en France, les ligues, font leur apparition. Celles-ci tiennent des discours antiparlementaires, xénophobes et antisémites. Comment Nico vit-il cette tension, sans doute palpable dans les rues parisiennes? Entend-il déjà des propos antisémites? Entre 1933 et 1936, il démarre sa carrière professionnelle civile pour le groupe Bata, qui est une entreprise spécialisée dans les chaussures, et fait quelques voyages en Tchécoslovaquie pour aller au siège du groupe. Néanmoins, au titre de la réserve de l'armée, il continue sa formation et accomplit 2 périodes d'instruction d'1 mois, en 1935 et en 1937. En 1936, son papa décède. Nico est désormais le seul homme de la famille avec la lourde responsabilité d'aider au mieux sa maman et ses 3 jeunes sœurs. Le 18 juin 1937, Nico se marie à Simone Marcel Dreyfus, qui est la sœur d'André, à la synagogue de la rue de Notre-Dame de Nazareth. Il a alors 24 ans, tout comme son épouse. Nico exerce alors la profession d'acheteur et son épouse est sans profession.
À la différence des parents de Nico, les parents de Simone sont des juifs ashkénazes, c'est-à-dire originaires d'Europe centrale et orientale. Les juifs ashkénazes se sont souvent établis dans des pays comme l'Allemagne, la Pologne, la Russie, l'Ukraine ou la Lituanie. En mai 1938, Nico et Simone ont leur premier fils, Gérard, celui-ci né à Paris. Sur le plan international, les nouvelles ne sont pas bonnes. Lors de la conférence de Munich de 1938, l'Allemagne annexe les Sudètes en Tchécoslovaquie, sans aucune réaction de la France ou encore du Royaume-Uni. En effet, les démocraties européennes, par peur d'un deuxième conflit, adoptent une politique d'apaisement. Nico se doute certainement que l'Europe est à la veille d'une période bien difficile, mais il n'imagine sans doute pas les dangers que lui et sa famille encourent. Quand la guerre éclate, tout change. Nico, en tant que lieutenant de réserve, est appelé dès le 23 août à regagner la caserne de Courbevoie. Le 2 septembre, son régiment part pour la guerre. Il est alors affecté au 5e régiment d'infanterie. Il vit la drôle de guerre imposée par les Allemands. Les Français attendent ainsi plusieurs mois derrière la ligne Maginot sans combattre. Il obtient une permission de 10 jours en mars 1940, ce qui fait la joie de sa famille. Quand les Allemands envahissent la France en mai 1940, Nico est gravement blessé par une balle qui lui traverse le ventre. Il est alors évacué à l'hôpital de Bordeaux où il se fait soigner. Sa femme réussit à le rejoindre malgré l'exode. L'offensive éclair des forces allemandes conduit la France du maréchal Pétain à signer dès le 22 juin 1940 l'armistice. C'est un véritable choc pour Nico et sa femme. L'Allemagne occupe alors la moitié nord du pays, la moitié sud restera libre jusqu'en novembre 1942. Simone suit son mari transféré à l'hôpital de Carpentras. Il obtient pendant cette période la croix de guerre pour sa vaillance pendant les combats. Après quelques mois pour retrouver quelques forces, il est affecté au régiment d'Orange en tant que responsable d'un centre administratif. Mais avec les lois de Vichy, il est démobilisé en janvier 1941. Il faut comprendre que la France est entrée dans une période de collaboration avec l'Allemagne depuis le 24 octobre 1940. Cette rencontre à Montoire entre le maréchal Pétain et Hitler n'augure rien de bon pour les Juifs vivant en France. En effet, le régime de Vichy devient autoritaire, collaborateur et antisémite. Les Juifs vivant en France vont alors subir les mêmes persécutions que dans les autres pays occupés par l'Allemagne nazie. Dès octobre 1940, le gouvernement de Vichy met en place le statut des Juifs. Les Juifs ont l'interdiction de travailler dans la magistrature, l'armée, l'enseignement et l'administration. La France les prive de nombreuses professions libérales et privées, comme d'avoir un commerce par exemple. À l'époque, son ancien patron Roger Bellon lui propose une place sur Paris. Mais évidemment, vu le contexte, Nico préfère rester en zone libre. Il intègre en mars 1941 un emploi de comptable sur Avignon. Monsieur Bellon lui fait remarquer dès le début que le poste est bien inférieur à son niveau, mais Nico lui répond qu'il a besoin de nourrir sa famille. C'est la guerre. Entre l'occupation allemande et la collaboration mise en place par l'État français, Nico, qui est français juif, est dans une situation délicate qui lui laisse peu de marge de manœuvre. Arrive cette même année le deuxième garçon de la famille, Claude, qui naît en 1941 à Orange. Les deux enfants sont élevés dans le respect des traditions imposées par la religion juive. Le gouvernement de Vichy poursuit alors sa politique antisémite et organise une première rafle sur Paris. En mai 1941, 6500 juifs résidant en région parisienne reçoivent une convocation sur un billet vert. Ce billet leur demande tout simplement de se présenter dans différents centres pour faire un point sur leur situation. 3700 hommes juifs de nationalité étrangère sont ainsi arrêtés et déportés vers les camps d'internement de Beaune-la-Rolande ou de Pithiviers dans le Loiret. Nico, tout comme sa mère, ses sœurs, sa femme et ses deux enfants sont français. Ils n'ont donc pas reçu ce billet vert qui a donné son triste nom à la rafle du billet vert. En juin 1941, un deuxième statut des Juifs les exclut socialement. L'accès aux bancs publics, au cinéma, au théâtre, aux piscines leur est totalement interdit. À cela s'ajoute une loi sur le recensement des Juifs, les obligeant à s'enregistrer et à fournir des informations personnelles dans les préfectures. Là encore, nous ignorons si Nico est allé se faire recenser. S'il n'y est pas allé, ne devrait pas figurer sur sa carte d'identité l'inscription juif. Nous imaginons bien que Nico reste inquiet pour sa maman et ses sœurs qui doivent supporter les privations et les vexations imposées par l'occupation. Ainsi, en 1942, le régime de Vichy, en collaboration avec l'occupant nazi, a imposé le port de l'étoile jaune pour les juifs âgés de 6 ans et plus. Cette mesure visait à les stigmatiser et à les isoler de la société française. L'étoile payante, à aller chercher dans les mairies, était cousue sur les vêtements, côté gauche de la poitrine. Cette obligation de porter l'étoile juive a eu des conséquences dramatiques. Elle a non seulement exposé des juifs à des actes de violence et de harcèlement,
mais également faciliter leur arrestation et leur déportation vers les camps de concentration. Beaucoup de Juifs ont été contraints de vivre dans la peur et la clandestinité, cherchant à échapper à cette persécution. Selon l'un de ses fils, Nico ne portait pas l'étoile, ce qui semble tout à fait plausible, comme elle n'était pas obligatoire en zone libre. En revanche, il pense que sa grand-mère et ses tantes la portaient. Nico peut donc vivre une vie quasi normale en zone libre jusqu'en novembre 1942, où les Allemands franchissent la ligne de démarcation. À compter de cette date, la famille, trop angoissée d'être arrêtée par la Gestapo, cherche des solutions. Parfois, ils se retrouvent cachés par des amis. Parfois, ils confient leurs 2 enfants à des amis. Face à cette situation de tension permanente, Nico décide de mettre sa famille en sécurité dans un petit village de Haute-Savoie, Naves-Parmelan. Nico y loue une petite maison rustique mais agréable et reprend son travail sur Avignon. Il laisse alors sa femme, sa belle-mère et ses 2 enfants profiter du grand air de la montagne. À Naves-Parmelan, la famille d'Assas bénéficie sans aucun doute de la bienveillance de la population, du soutien du maire de l'époque, monsieur Éminier Joseph, et du directeur d'école. Avec les fermiers, la femme de Nico troque des vêtements contre des œufs, du beurre, du jambon. Or, à compter de mars 1944, Nico est alors employé pour les laboratoires Roger Bellon. À l'époque, on parlait de la société Orga. Il a l'obligation de faire ponctuellement quelques missions sur Paris. L'objectif de cette société est de fabriquer des médicaments innovants en utilisant des glandes et abats pris dans les abattoirs, notamment celui de la Villette à Paris. Ces produits étaient alors envoyés au laboratoire afin de fabriquer des extraits opothérapiques utilisés en médecine pour traiter diverses affections. Monsieur Bellon, étant très proche de Nico, lui trouve une petite chambre très proche des abattoirs de la Villette. Nico évite ainsi le centre de Paris où les contrôles sont nombreux. Mais, parfois, il rend visite à sa maman et à ses sœurs. Nico revient voir sa femme et ses 2 enfants au cours du printemps 1944. Puis, il est de nouveau obligé de rejoindre Paris pour y effectuer une mission qu'il sait assez longue. Le couple se quitte alors sur le quai de la gare d'Annecy, en ne sachant pas que c'est la dernière fois qu'ils se reverront avant le mois de mai 1945, soit presque une année plus tard. 3e partie, son arrestation et sa déportation. Premier temps, l'arrestation. Nico d'Assas se fait arrêter le 22 juillet 1944 à 16h en sortant du métro à l'angle du boulevard Montmartre et de la rue du même nom. On peut imaginer qu'il ne portait pas l'étoile sur lui, vu la réaction des policiers. Il lui demande ses papiers, et selon sa lettre écrite après-guerre, les policiers tiquent sur le nom de sa mère. Il l'emmène dans un premier temps au commissariat aux questions juives, où il est battu. Ensuite, il le dirige vers le commissariat de la rue de la Banque. Là-bas, ils réunissent des documents prouvant sa judaïté et trouvent l'adresse de sa mère. Nico est donc emmené au domicile de sa mère et de sa petite sœur Odette. À son arrivée devant l'immeuble, Nico a la présence d'esprit d'hurler à la gardienne de l'appartement qu'il se fait arrêter. Et la gardienne a alors le bon réflexe. Courir prévenir Esther et Odette. Celles-ci ont le temps de s'enfuir par un escalier différent de celui emprunté par les policiers français et Nico. D'une fenêtre de l'immeuble, en voyant son fils sortir sur le boulevard Saint-Martin, entouré de 2 policiers, Esther dit à Odette « S'il se retourne, il reviendra ». Il s'est retourné et il est revenu. Depuis, dans la famille, c'est une tradition pour les petits-enfants de se retourner en quittant le domicile de leurs grands-parents. Nico est amené au poste de police de la rue Notre-Dame de Nazareth, puis à la prison de la Santé, et enfin à Drancy. Drancy. Nico est transféré au camp de Drancy le 22 juillet 1944. Drancy se situe au nord-est de Paris, en Seine-Saint-Denis plus précisément. Ce camp est dirigé par Alois Brunner depuis le 18 juin 1943. Alois Brunner est un officier SS autrichien qui n'a qu'un seul objectif à son arrivée, traquer tous les juifs de France. Il intensifie les rafles et multiplie les maltraitances au sein du camp. Nous pouvons supposer que Nico a été arrêté suite aux représailles d'Alois Brunner après l'attentat manqué contre Hitler. À son arrivée, Nico était en possession d'une petite somme d'argent qui lui a tout de suite été confisquée. En effet, dans le camp de Drancy, une baraque de fouilles a été créée. Chaque déporté devait à son arrivée y déposer l'argent ou les objets de valeur qu'il avait sur lui. Une fois spolié de son argent, Nico est assigné à l'escalier 18, chambré du 4e étage. On lui attribue également un matricule, ce sera le 25 672. À Drancy, les conditions de vie ne sont pas faciles. On dort par terre entassé sur du béton, les bâtiments sont dépourvus de chauffage et de commodités. Les douches sont dans une baraque au fond de la cour. La diphtérie fait des ravages dans le camp du fait de la promiscuité. Nous ne pouvons qu'imaginer le désarroi de Nico
Le souci qu'il doit se faire à propos de sa maman restée seule et d'être sans nouvelles de sa femme et ses 2 enfants. Nico Dassas quitte Drancy le 31 juillet 1944 par le convoi 77. Auschwitz-Birkenau. Nico est donc monté dans un train à marchandises avec d'autres personnes. 1306 juifs ont été déportés dans ce convoi, dont 324 personnes de moins de 16 ans et 986 hommes et femmes. Les conditions de transport étaient horribles. Les déportés étaient entassés les uns contre les autres avec une sorte de bidon appelé tinette en guise de toilette. Selon plusieurs témoignages, le voyage faisait déjà un premier tri avant l'arrivée. Certains mouraient de soif, de folie, de faim. Nico raconte dans son audition du 3 juillet 1945 « En cours de route, le wagon dans lequel je me trouvais a été ouvert 2 fois. Une fois pour vider la tinette et une fois pour prendre de l'eau. Le camp d'Auschwitz-Birkenau se situe en Pologne. Il mesure 175 hectares. C'est à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination, c'est-à-dire un camp de mise à mort programmé. À son arrivée au camp, le 3 août 1944 à 23h, Nico témoigne. Nous sommes immédiatement descendus des wagons en laissant toutes nos affaires dans ces derniers. Nous avons ensuite été placés en colonne un par un. Une fois la colonne constituée, nous avons défilé devant un gradé SS qui, d'un geste, faisait diriger les détenus soit vers la droite, soit vers la gauche. Sur la droite se trouvaient les femmes, les enfants et les vieillards, et tous ceux dont l'aspect physique paraissait déficient. Nico est donc placé dans la file de gauche. Il est sélectionné pour le travail et doit rejoindre le camp de Birkenau à pied. Nous sommes passés dans divers bureaux où nous avons été dépouillés de tout ce que nous possédions, nous laissant uniquement notre ceinture et nos chaussures. Sortis nus dans la cour, nous avons été conduits dans la salle des douches, après avoir été tondus et rasés. Après la douche, nous avons été habillés en costume de détenus. Ensuite, nous sommes conduits au bloc de quarantaine pour être soumis à un interrogatoire et tatoués. Un matricule lui est alors attribué, ce sera B3727. Il faudra le connaître dans toutes les langues et y répondre rapidement pour éviter les coups et les brimades. À partir de ce moment, Nico n'a plus d'identité. C'est un numéro et encore une humiliation imposée et programmée par les nazis. Un bloc pour dormir lui est forcément attribué. Ce sont des chalits pourvus de paillasses et de couvertures dérisoires, à plusieurs par niveau. Les Allemands ont mis en place un système de symboles leur permettant de différencier les prisonniers. Nico a sans doute sur sa tenue de bagnard une étoile jaune, et il est surveillé par des gardiens qui étaient des détenus de droit commun, des voleurs, des meurtriers, portant le triangle vert. Ce sont des Allemands ou des Polonais. Après 4 jours passés au bloc de quarantaine, il est sans doute regroupé avec tous les déportés sur la place d'appel. Au départ, il est envoyé sur un chantier de travaux publics. Il témoigne, au chantier comme ailleurs, chaque fois qu'un gardien passait, nous étions frappés, disant que nous n'allions pas assez vite. Comme nourriture, nous recevions 250 grammes de pain par jour, 1 litre de soupe, une rondelle de saucisson ou un peu de marmelade ou alors un peu de margarine. D'après sa déclaration à la gendarmerie d'Annecy, en juillet 1945, Nico est envoyé 3 semaines plus tard avec 60 autres détenus pour travailler au Bombenkommando. Ce commando avait pour but de déminer le reste des bombes qui n'avaient pas explosé durant la guerre sur les sites industriels proches du camp. Ce commando était l'un des plus risqués car personne n'avait de formation pour déminer des bombes. Cependant, Nico a dit à ses fils « C'était très risqué, mais ça me donnait un peu de répit après chaque bombe déterrée, et je recevais parfois comme récompense une cigarette. » Or, une cigarette, c'est une monnaie d'échange pour un peu de pain supplémentaire ou un peu de savon. Comme tous les déportés, Nico n'avait sans doute qu'une peur, la sélection, et qu'une obsession, manger. Une cuillère de soupe en plus, c'était un jour de vie en plus. Mais maigrir, être affaibli par le travail, avoir une plaie, avoir de la fièvre, c'était le risque de la sélection. Heureusement pour lui, Nico avait 2 atouts. Il était jeune, il n'avait que 31 ans, et il avait sans doute l'espoir chevillé au corps de revoir sa femme, ses 2 petits garçons, sa mère et ses sœurs. Après une période de 6 mois au camp d'Auschwitz, Nico Dassas est évacué vers le camp de Buchenwald après une étape à Gross-Rosen. Selon Nico, il a quitté Auschwitz le 18 janvier 1945. 2 sources historiques, entre le 17 janvier et le 21 janvier 1945, plus de 50 000 déportés sont forcés de marcher dans des conditions extrêmes. Température glaciale, sans eau ni nourriture, abattus sur place, ils ne peuvent plus avancer.
Ce sont les marches de la mort. D'autres sont évacués dans des wagons, découverts, exposés, encore une fois, au froid glacial. Nico a vécu les deux situations. Dans son audition à la gendarmerie, il dit « Nous sommes partis en colonne sous une tempête de neige et avons effectué une marche de 120 km avec une seule pause de 5 heures. Nous étions encadrés par des SS. Il nous était impossible de nous arrêter un seul instant. Les camarades qui ne pouvaient pas marcher étaient tués sans pitié. » Après, Nico a été chargé dans les wagons et est arrivé après 36 heures à Gross-Rosen où il y est resté 17 jours. Buchenwald. Nico est arrivé à Buchenwald le 11 février 1945. Buchenwald est un camp de concentration nazi, c'est-à-dire un camp de travail forcé, mais non un camp de mise à mort, même si les conditions de vie y restent épouvantables, même si beaucoup y meurent d'épuisement. Nico Dassas ne craint plus les sélections. Ce camp a été créé en juillet 1937 près de Weimar, en Allemagne. Destiné initialement à enfermer des opposants au Troisième Reich, pour la plupart communistes ou sociodémocrates. Il reçoit par la suite 10 000 juifs arrêtés lors de la Nuit de Cristal en 1938, ainsi que des tziganes, des homosexuels, des témoins de Jéhovah, des opposants politiques et des prisonniers de droit commun. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers de guerre y sont également envoyés, et des déportés d'autres camps y arrivent, notamment des déportés d'Auschwitz et de Gross-Rosen, ce qui est le cas de Nico. Au final, en février 1945, le nombre de prisonniers atteint 120 000, alors que le camp a été conçu pour 16 000 personnes. L'arrivée dans le camp a dû se dérouler de la même manière qu'à Auschwitz. Des SS qui hurlent le désordre, des chiens qui aboient, et pas de sélection. Nico arrive donc avec très peu d'affaires, hormis sa tenue de déporté. Le matricule 129 945 lui est attribué. Sur la carte des archives de Bad Arolsen, on peut voir que Nico était reconnu comme Metallarbeiter, c'est-à-dire ouvrier en métallurgie. On peut penser qu'il fabriquait ou réparait des pièces métalliques pour l'industrie nazie. À Buchenwald, les déportés Metallarbeiter pouvaient assembler des pièces pour les ailes d'avion par exemple. Les conditions de travail y étaient particulièrement dures, avec des journées de plus de 12 heures, avec 30 minutes de pause maximum, une alimentation insuffisante et des sanctions sévères attribuées de façon aléatoire. Mais par ailleurs, d'autres informations indiquent qu'il est placé dans le Kleines Lager, un petit camp. Dans ce camp, le travail consistait à creuser des tunnels souterrains pour abriter des usines d'armement. Le travail y était extrêmement difficile, les conditions d'hygiène étaient déplorables, il était impossible de se laver et la nourriture était quasi inexistante. Il est abandonné par les gardiens le 6 mai 1945. Nous savons également qu'il n'était plus seul. Il avait avec lui 2 autres déportés, dont le petit Maurice. Ensemble, ils ont pu affronter les souffrances et humiliations quotidiennes. Ensemble, ils étaient plus forts pour résister. Dans son dossier de déportation, nous savons qu'il a été libéré par les Alliés le 8 mai 1945. Quatrième partie, la vie d'après. Les étapes du retour. Abandonné par les gardes le 6 mai 1945, Nico, libéré par les Alliés le 8 mai, se retrouve dans un camp de STO dans les Sudètes en République tchèque. Mais nous ne savons pas pourquoi. En effet, le STO est la contraction de service du travail obligatoire. Cette mesure a été mise en place en 1943 par le régime de Vichy sous la pression de l'Allemagne nazie. Il obligeait les jeunes Français à partir travailler en Allemagne pour soutenir l'effort de guerre du Troisième Reich. En effet, en 1943, l'Allemagne manque de main-d'œuvre du fait de la guerre. Elle a besoin d'hommes pour travailler dans les fermes, les usines et les mines. Nico passe 10 jours dans un hôpital à Falkenau. Il a perdu plus de 20 kilos, mais selon sa femme, il en aurait perdu 30, et souffre d'eczéma et de diarrhée. Il est ensuite dirigé à Bamberg, ville qui se trouve dans le sud de l'Allemagne. Quand il arrive en France, il est dirigé dans le centre de rapatriement de Longuillon. Ce centre a été installé dans une ancienne caserne, la caserne Lamy. Il ouvre courant mai 1945 après la libération des premiers camps de concentration. Le centre de Longuillon était un lieu de transit où les rapatriés subissaient des examens médicaux pour évaluer leur état de santé. Ils devaient remplir des formalités administratives afin de savoir qui ils étaient et d'où ils venaient, et ils recevaient une aide matérielle comprenant de la nourriture, des vêtements et un hébergement temporaire. Mais si l'on s'en réfère au témoignage d'Yvette Lévy, qui faisait partie du convoi 77 et qui est revenu par Longuillon, l'accueil de la Croix-Rouge française n'a pas été des plus agréables. Les déportés ont été tout simplement désinfectés au DTT, un insecticide de l'époque. Après avoir reçu un morceau de chocolat, ils sont remontés dans un train, sans même une couverture, en direction de Paris ou d'ailleurs.
Le 30 mai 1945, soit 24 jours après avoir été abandonné par les gardes, Nico arrive à Paris et y retrouve avec bonheur sa famille. Il va falloir se reconstruire et reprendre des forces. Nico est comme de nombreux déportés, plein de pudeur. Il parle peu de cette période de sa vie, il ne veut pas effrayer ses enfants et reprend progressivement sa vie d'avant. Le retour à la vie de famille et à la vie active. À leur retour à Paris, la famille s'installe rue de Trévis, puis rue Galilée. La famille s'agrandit avec la naissance de 2 nouveaux garçons, Alain et Thierry. Même si la maman de Nico fait Kippour, les enfants, eux, ne sont pas élevés religieusement. Nico se remet au travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Il retrouve Roger Bellon et gravit alors les échelons au sein des laboratoires. Il devient directeur des exportations, puis directeur commercial. Il finit sa carrière en tant que directeur général. L'entreprise se distingue très vite du fait de son développement d'antibiotiques que l'on recherche beaucoup après la guerre. Nico multiplie les voyages à l'étranger et plus particulièrement en Amérique latine et en Amérique du Nord. Il est très exigeant vis-à-vis de l'éducation de ses enfants. Être le meilleur parmi les meilleurs est une consigne souvent répétée. Il est important pour lui d'avoir une grande ouverture sur l'international. Les enfants doivent donc parler couramment l'anglais et devraient compléter leurs études dans une grande école américaine comme Harvard. Nico Dassas fait sa demande de déporté politique le 8 janvier 1960. Or, pour pouvoir obtenir la reconnaissance de statut de déporté, il faut pouvoir apporter des documents attestant de la déportation et notamment des témoignages. Figurent dans son dossier 2 témoignages, celui d'Eugène Sabatier et celui d'Hervé François, tous 2 déportés à Buchenwald. En décembre 1960, Nico Dassas se voit attribuer le titre de déporté politique avec une carte portant le numéro 11 01 26 799. En 1971, il obtient la Légion d'honneur à titre militaire. Nico perd sa femme Simone Marcel Dassas le 24 décembre 1982. Lui décède à l'âge de 85 ans le 19 février 1999 à Paris. Ils sont tous les 2 enterrés au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Il n'a pas pu aller à l'inauguration du mur des noms qui rend hommage aux 76 000 juifs déportés de France. Mais ses enfants et petits-enfants peuvent aller voir son nom gravé dans la pierre dans ce lieu de recueillement et de mémoire. De la même manière, la ville d'Avignon a mis en place une plaque en mémoire des Juifs du Vaucluse déportés vers les camps nazis d'extermination entre 1942 et 1944. Sur cette plaque figurent plusieurs noms, dont celui de Nico Nathan Dassas. Aujourd'hui, les enfants et petits-enfants évoquent avec émotion, tendresse et respect les souvenirs des périodes heureuses et malheureuses que Nico et son épouse Simone ont traversées, perpétuant ainsi leur mémoire. La transmission aux arrière-petits-enfants est indispensable et est déjà en marche. Hommage. Les élèves de l'atelier Convoi 77 tenaient à rendre hommage à monsieur Nico Nathan Dassas pour que personne n'oublie cette sombre période de l'histoire. Ils ont été impressionnés par la capacité de cet homme à poursuivre sa vie, tant sous l'angle personnel que professionnel, après une telle expérience traumatisante.